Voilà, donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu donc, d'un des work packages du projet ciblé du Forest Hub. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble du projet ciblé du Forest Hub et encore moins sur le PPR Forest. Je pense que, peut-être à part Catherine, en tout cas, je pense que tous les autres ici, vous avez déjà entendu parler assez longuement du PEPR et du projet ciblé. On va peut-être juste rappeler. Et là, je peux peut-être partager juste une image. Ça perd trop de temps. Hop. Euh, voilà. Vous voyez le schéma? Oui, c'est bon. Voilà, donc simplement pour rappeler que dans le projet ciblé du Forest Hub, donc qui est un des 5 projets ciblés du PEPR, il y a 4 work packages qui sont prévus dans la structure actuelle, donc un sur la prospective, un autre sur les Living Labs, un troisième sur les analyses et synthèses et un quatrième sur la formation. Donc, on a déjà eu un certain nombre de webinaires pour discuter pour aller un peu plus dans les détails de la construction de ce projet ciblé, puisque je rappelle qu'on est toujours dans la phase de développement et de construction de ce projet ciblé, comme d'ailleurs pour les autres projets ciblés du PEPR, donc une phase de construction qui va durer jusqu'à octobre-novembre. Et donc, bon, cette structuration du projet ciblé en work package, a priori, ne devrait plus trop bouger. Peut-être qu'il y aura bon, il faut encore qu'on discute certaines tâches, peut-être si on les rattache à certains work packages plutôt qu'à d'autres. Sachant que ce découpage, bon, il faut qu'on fasse ce découpage en work package pour pouvoir construire le projet, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir des tâches qui sont transverses, qui sont communes aux différents work packages. Bon, voilà, c'est naturellement qu'on peut croiser certaines choses comme la prospective et les living labs, donc faire de la prospective dans certains living labs ou également avec la formation, on peut assez facilement avoir des tâches qui soient communes à différents work packages. Mais ça, peut-être on le discutera dans un deuxième temps. Donc, il y a déjà eu un atelier qui a concerné les living labs. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu plus précisément le work package sur les analyses et synthèses. Et donc, le 23 juin, il y aura un atelier sur la prospective et le 26 juin sur la formation. Et il y aura finalement début juillet, je crois que c'est le 6 juillet, un dernier atelier sous ce format-là pour voir l'articulation entre les différents projets ciblés. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que Catherine fasse d'abord une petite introduction, une présentation des méthodes d'analyse et synthèse, alors plutôt sous l'angle de la DEPE de l'INRAE. Et puis ensuite, je pourrais représenter un peu les différentes fiches qui sont remontées à travers le Nextcloud, qui sont en lien avec ce work package. Et puis ensuite, on aura une discussion générale. Bon, comme on n'est pas très nombreux, peut-être enfin, j'arrive plus à voir les participants là. Peut-être qu'il faut que j'arrête de partager mon écran. Voilà. Oui, comme on n'est pas très nombreux, on peut peut-être faire un petit tour de table avant de démarrer. Alors, dans l'ordre où je vous ai... donc, c'est Catherine d'abord. D'accord. Donc, Catherine Donat, du coup, je travaille à INRAE, à la direction à l'expertise, la prospective et aux études, depuis à peu près 10 ans. Et je suis ingénieure agronome, j'ai aussi fait de l'histoire des sciences. Et donc, voilà, j'interviens ce matin juste pour vous parler d'expertise. Merci Catherine. Ensuite, j'ai Arnaud. Oui, bonjour à tous. Je suis Arnaud Sergent, je suis à l'INRAE de Bordeaux, dans l'UR ETIS, et moi je suis politiste et je coordonne donc ce PEPR avec Christophe Plomion. Merci Arnaud. Ensuite, Yvan.
Yvan Mazel, bonjour à toutes et à tous. Je suis architecte urbaniste, je suis maître de conférence associé à l'École d'architecture de Grenoble et je travaille sur la production architecturale et plus particulièrement sur la production architecturale, notamment avec les matériaux biosourcés. Je suis dans l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive qui a aussi une expertise sur la construction en terre crue et à la suite d'un projet de recherche sur la construction bois, le développement des filières locales de construction bois, je m'intéresse aux initiatives, aux projets montés dans le cadre du PEPR. Ok, merci Yvan. Ensuite, Katia. Bonjour, Katia Blairon, je suis juriste, en poste professeur de droit public à l'Université de Lorraine à Nancy. Et donc, je m'intéresse au droit forestier et à ces différentes évolutions face aux différents changements climatiques, politiques et ainsi de suite. Merci Katia. Ensuite, Myriam. Oui, bonjour à tous. Myriam Leguet, AgroParisTech, Nancy. Donc, je dirige le campus de Nancy. Donc, je suis intéressée bien sûr aux aspects formation de ce projet ciblé, mais également aux aspects de synthèse de connaissances. En tant par exemple que membre du RMT à Force et que je dirais vieille routarde de la synthèse de connaissances pour la pratique. Merci Myriam. Et Xavier. Oui, donc Xavier Barthé, je suis forestier à l'ONF dans le réseau Recherche, Développement, Innovation. Et du coup, je ne suis pas du tout expert en la matière, mais je représente là, le RDI et l'ONF par rapport à l'Observatoire Forêt-Société, donc qui a eu plusieurs campagnes d'enquête. Donc, on a des séries assez longues dans le temps de la perception des Français par rapport à la forêt. Et on trouve qu'il serait intéressant de valoriser ce travail dans le cadre de ce projet ciblé. Et donc, voilà, il y a une fiche commune avec Marie Blondet par rapport aux perceptions. Voilà. Et puis, comme Myriam, je suis aussi intéressé sur le volet formation-transfert, donc essayer de digérer tout ce qui provient de la recherche pour derrière alimenter la connaissance des gestionnaires et leur évolution au niveau gestion. Merci Xavier. Et donc moi-même, Nicolas Picard, directeur du JP Cofor. Alors ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que ce projet ciblé Forest Hub est co-coordonné par le JP Cofor et AgroParisTech. Et pour AgroParisTech, c'est Maya Leroy, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui est aussi coordinatrice de ce projet. Voilà, peut-être qu'on peut passer à votre présentation, Catherine. Oui, donc, puisqu'on est en plus pas un très grand groupe, n'hésitez pas à m'interrompre ou à dire que ça, vous n'avez pas forcément besoin vous le savez déjà, ou au contraire, pour m'interrompre pour autre chose. Je vous ai présenté un PowerPoint. Est-ce que ça vous convient? Oui. Alors, vous le voyez? Là, on voit le PowerPoint en mode je vais le mettre. Partie édition. Là. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Alors là, on voit la partie qui est celle du présentateur, l'écran du présentateur, en fait. Ah, mince. Zut. Non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est peut-être un autre écran, j'imagine que vous en avez. Oui, c'est pour ça. Mince. Alors, il faut dupliquer le PowerPoint, pas l'écran. Arrête, 2 minutes. Voilà. Là, ça devrait aller. Ah, on est revenu. Là, c'est bon. Ça vous va, hein? OK. Donc, excusez-moi,
Donc, on a parlé d'expertise et de la DEPE, c'est ce que m'avait dit Guy. Donc, je vous fais juste une toute petite introduction sur effectivement la direction à l'expertise, la prospective aux études auxquelles j'appartiens, parce que vraiment c'est une unité qui est dédiée aux exercices d'expertise et de prospective dont vous parlerez le 23 juin. Hein. Donc, c'est une équipe qui a vraiment 4 missions: coordonner des opérations d'expertise de prospective, du coup, assurer leur portage pour l'institution, donner de la visibilité à ces exercices, et on a quand même toute une réflexion et un travail de normalisation sur nos méthodes. Et notamment, là, on a un guide des méthodes qui est accessible, qui décrit assez précisément exactement comment on s'y prend, quelles tâches on a, quelles sont les préoccupations que l'on a. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'éclairer la décision publique. On est entre science et décision, mais aussi d'alimenter le débat public également. C'est-à-dire qu'on ne rend pas des rapports à des commanditaires uniquement, on les publicise, on fait un colloque avec des acteurs, on mobilise, vous verrez, tout au long aussi de l'exercice. Donc, voilà, alimenter le débat, c'est important, un peu dans cette triangulaire entre décision, science et débat public et société. Voilà, on essaye d'avoir les 3 pans du triangle, c'est pas toujours facile, mais on essaye de les avoir. Et donc, un des objectifs aussi, ou un des résultats ou des conséquences de nos exercices, c'est souvent que ça réalimente les travaux de recherche. Alors, à INRAE, ça peut réalimenter via ce qu'on appelle les métaprogrammes. C'est des programmes transversaux qui ont été créés il y a quelques années, mais aussi les projets de recherche des experts qui étaient impliqués ou des départements de recherche. Souvent, ça inspire de nouvelles orientations. Voilà, notre unité, c'est une petite unité, on est une vingtaine d'agents, 20 agents exactement, et avec des permanents et des CDD qui sont embauchés par projet et qui sont déchargés de mission sur chacun des projets. Chacun de nous fonctionne en équipe projet par rapport aux opérations que l'on mène. Donc, on a des fonctions à la fois de coordination de projets, de missions particulières sur certains, pour qu'il y a des choses à faire qui ne sont pas faites par les experts eux-mêmes, de documentation, d'analyse de données, de rédaction et de gestion des projets. Alors, les types d'opérations, je vous ai dit qu'il y en avait 3. Historiquement, la première qui a été menée, en fait, c'est des prospectives. Et là, je vous en illustre 2. C'est des couvertures de livres qu'on publie à l'issue des exercices. Donc, un sur le niveau la montée du niveau de la mer, l'autre sur la sécurité alimentaire mondiale sous l'angle de l'utilisation des terres. Voilà, qui montre un peu la variété des sujets. Sur l'expertise scientifique collective, dont je vous présenterai tout à l'heure un peu plus la méthode, là j'en ai mis 2 qui sont un peu nos hotspots. La conscience des animaux, c'est un sujet qui a été difficile. En fait, il y a eu 2 expertises, un sur la douleur animale et puis celui-ci sur la conscience des animaux, mais c'est un sujet qui a été beaucoup repris, en fait, à la fois par la puissance publique, mais aussi par les acteurs et les chercheurs. Et celui sur les pesticides en 2005, qui a été réactualisé en 2022. Et donc, pesticides et biodiversité, et conséquences sur la biodiversité. Voilà. Donc, il y a aussi eu pas mal d'échos, et notamment parce qu'il est intervenu quelque temps juste avant le Grenelle de l'environnement. Donc, il a contribué au Grenelle de l'environnement. Et sur les études, alors les études, en fait, c'est un exercice un peu particulier. Par la suite, je ne parlerai que d'expertise, mais ce sont des expertises, mais qui sont souvent sur des sujets un petit peu plus ciblés, pas beaucoup plus, hein, c'est pas des sujets étroits, mais qui, soit parce qu'ils ont un peu moins de littérature scientifique, soit parce que la question qui est posée demande une contextualisation plus forte, donne lieu à des travaux
ou des analyses de données, ou des simulations, ou une prise en compte plus importante de la littérature non certifiée. Voilà. Et donc, on les dénomme dans ces cas-là études. Et là, il y en a deux sur des aspects. Celui de gauche est plutôt sur des aspects un peu socio-économiques, la place des agricultures européennes pardon. Hop, je remonte, excusez-moi. Dans le monde à l'horizon 2050, avec des simulations, et les services écosystémiques fournis par les espaces agricoles, c'est dans le cadre d'un projet EFED mené par le ministère de la Transition écologique. Voilà. Donc, on a en tout à peu près une cinquantaine d'opérations, un peu moins de 50 opérations que l'on a menées depuis 2000. Le démarrage de ce type d'études à INRAE. Et vous voyez, bon, ça varie un peu d'une année sur l'autre parce que vous verrez tout à l'heure, mais la durée est à peu près 3 ans et donc 2 ans, 3 ans. Et donc, voilà, on fonctionne un petit peu comme ça par salve. Mais globalement, on fait les trois exercices. Sur cette première partie, vous n'avez pas de questions? C'est juste une petite introduction pour vous dire d'où je parlais. Oui, oui, non, c'est bon. Peut-être, Catherine, une question. Comment les sujets sont définis? Est-ce que ce sont systématiquement des réponses à des commandes? Est-ce que vous les reformulez? Est-ce que l'INRA s'autosaisit? Est-ce que le service lui-même s'autosaisit? Alors, je vais y revenir, mais je réponds déjà. Il n'y a pas d'autosaisine. Les demandes peuvent venir de canaux différents entre les exercices. On va dire expertise-étude, je vais nommer ça expertise et prospective de l'autre. Les expertises, il y a toujours une commande externe et qui vient vraiment très majoritairement de la puissance publique, des ministères. Les ministères, il y a eu aussi l'OCDE et l'EFSA pour la conscience animale. Mais voilà, c'est quand même vraiment la puissance publique qui fait des commandes. Sur la prospective, c'est un peu différent. Il peut y avoir des autosaisines des instituts ou bien de groupes plus proches de la recherche. Par exemple, la Mermont, c'était à l'envie, l'Alliance à l'envie qui l'a suscité. Et sur la sécurité alimentaire mondiale, là, le projet Agrimentera, c'était le CIRAD et INRAE. L'ADEP, en tant que tel, ne propose pas. Et c'est un des principes de fonctionnement, de nos fonctionnements. On va y revenir tout à l'heure, justement, un peu dans les spécificités. Donc là, on va parler de l'expertise. Je vous ai mis juste les définitions de l'expertise parce que c'est un exercice un peu singulier qui n'est pas complètement de la recherche, qui n'est pas non plus de la gestion de crise ou de l'affaire politique. C'est vraiment entre les deux. Et là, vous avez les 3 définitions qui sont souvent reprises. Celle de Roqueplot, hein, c'est une connaissance formulée en réponse à une demande. Donc, du coup, on retrouve votre question. Et à la demande de ceux qui ont une décision à prendre. Donc, du coup, dans la réponse, il y a cette idée que cette réponse va servir à l'action, en fait, hein, à une prise de décision et à l'action. Lascaux l'a dit de manière plus proche, c'est la production d'une connaissance spécifique pour l'action. Et depuis 2003, donc, il y a une norme sur l'expertise, alors qu'il n'est pas simplement sur l'expertise scientifique. L'expertise fournit à un client, en réponse à une question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation, aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir de connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d'un jugement professionnel. Donc, on trouve à la fois le dire d'expert, le jugement professionnel, et à la fois les connaissances disponibles. Et nous, on est sur les connaissances disponibles, pas sur le jugement dire d'expert. Donc, voilà. Cette expertise, en fait, elle a vraiment
un peu basculé dans le champ scientifique dans les années 90. On va dire auparavant, l'expertise pour accompagner les politiques publiques, elle était surtout à l'intérieur des ministères, à l'intérieur des agences du ministère de la planification. Et il y a eu un peu une contestation pour dire que cette expertise, elle était justement pas, elle était dépendante du pouvoir et donc biaisée, et qu'il fallait donc un peu la sortir de des arcanes ministériels, avec du coup la création notamment des agences, y compris sanitaires, qui se sont donc séparées, on va dire, de la gestion plus politique. Du coup, on a un petit peu ce schéma-là pour situer l'expertise. Les différentes expertises, je dirais, autour dans les politiques publiques. Si on fait au milieu, c'est l'évolution, enfin c'est le cycle des politiques publiques avec une mise à l'agenda, une formalisation des politiques, des décisions, une mise en œuvre, une évolution, une évaluation. Et puis l'évaluation, parfois, peut remettre à l'agenda d'autres questions. Et puis des fois, dans la formulation, on ne va pas jusqu'à la décision et on recommence. Et donc, il y a différentes formes d'expertise, et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est vraiment sur ce carré enfin, en haut à droite, c'est entre la mise à l'agenda et la formulation, c'est un éclairage sur ce qui peut être les déterminants ou les effets de phénomènes complexes qui demandent une expertise pour formuler des politiques publiques. Non, il y a d'autres formes d'expertise qui, elles, sont des aides à la conception, qui peuvent être des appuis scientifiques et techniques à la mise en œuvre, un faux sol, enfin voilà, on peut avoir des outils, des méthodes, des données. Et puis, il y a aussi l'évaluation des politiques publiques que font notamment les sciences sociales régulièrement. Voilà. Qui peuvent être qui sont un peu différentes de ce que l'on fait nous. Je voulais vous dire aussi que c'est quelque chose qui est particulièrement encadré, formalisé depuis les années 2000. Depuis 2003, il y a une norme qui décrit, donc, avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, ce que c'est que l'expertise. En 2010, il y a une charte nationale de l'expertise pour son volet recherche, une norme au niveau européen en 2015. Il y a eu une charte d'ouverture de l'expertise à la société en 2020. Voilà, on voit bien qu'il y a une normalisation, on va dire, de cette activité sur les 20 dernières années. Alors après, le cœur un peu peut-être de votre questionnement, c'est un peu comment se situent les différentes méthodes d'expertise. Et donc, je vous présente ici un schéma que j'ai emprunté à l'OFB, qui a fait un guide des méthodes où ils décrivent 19, donc une vingtaine de méthodes d'expertise. Et leur façon de le classer, c'était un peu en fonction des finalités. Est-ce que l'expertise vise la compréhension d'un phénomène? Est-ce qu'elle cherche à identifier des levées d'action, ou est-ce qu'elle est plutôt dans l'évaluation? Et donc, ils ont classé ça en 3 cercles, avec donc vraiment toutes différentes méthodes que vous devez connaître. Relève plus des sciences sociales, ou plus des analyses multicritères, ou bien d'exercices plus systématiques liés justement à la recherche scientifique. Et dans ce panel-là, que je ne veux pas tout vous décrire, il y en a en fait 3 qui se ressemblent davantage. C'est les revues systématiques, les méta-analyses et l'expertise scientifique collective. Ces 3-là se croisent parfois, en tout cas l'expertise scientifique collective peut croiser les méta-analyses et la revue systématique, avec des différences quand même qui nous distinguent dans la revue, par exemple, entre revue systématique et expertise scientifique, souvent l'expertise scientifique est sur des sujets plus larges
et pluridisciplinaire, tandis qu'une revue systématique n'est pas forcément sur quelque chose de large et de pluridisciplinaire. Les méta-analyses ont une approche plutôt quantitative et se fondent sur des protocoles qui doivent être les mêmes, des recherches qui doivent être les mêmes dans la comparaison entre le corpus littéraire, le corpus documentaire que l'on va prendre en compte. L'expertise scientifique collective est beaucoup plus ouverte sur ce corpus documentaire. Elle vise plutôt l'exhaustivité que l'homogénéité de ce corpus. On est beaucoup plus sur la diversité, la pluralité des choses que sur l'homogénéité. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes protocoles de recherche. Ça va? Je continue. Donc plutôt sur l'expertise scientifique collective. N'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas claire. Hein. Les principes de l'expertise, et ça c'est commun à la norme, donc aux différentes formes d'expertise, c'est vraiment les compétences, l'impartialité, la pluralité et la transparence. Sur les compétences, en fait, pour nous, ça se traduit notamment dans le repérage des experts et leur qualification en tant qu'experts dans un comité. On le regarde à travers les publications. Et donc, on fait d'abord une première exploration de la bibliographie sur le sujet. Quand on a une demande, je reviendrai après sur les étapes. Hein. Et là, du coup, on regarde quels sont les auteurs. Alors, on a généralement un objet d'expertise qui est à l'échelle française ou européenne. Et donc, on peut avoir des groupes, mais on en a peu, hein, qui parlent en anglais, qui sont fondés sur la langue anglophone. Et du coup, on peut avoir des experts de toute nationalité, mais généralement, les exercices que l'on mène à l'ADEP sont avec des collectifs francophones, c'est-à-dire pas des experts tous français, mais je dois avouer qu'on privilégie les Belges, les Suisses, les Québécois, voilà, ou d'autres mais qui du coup peuvent comprendre le français même s'ils rédigeront en anglais. Donc voilà, notre repérage, donc elle se fait sur les compétences et puis ensuite donc sur ce critère un peu de langue qui intervient quand même pas mal pour les discussions après. Mais donc c'est via vraiment la publication que d'abord on essaye de voir le pool d'experts potentiels. L'indépendance, donc le recrutement des experts, il se fait dans les organismes publics de recherche, peut être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs. Et on va on va étudier, on va identifier les liens d'intérêt. Donc, ils rempliront une déclaration de lien d'intérêt. Tout à l'heure, je vous décrirai un peu plus spécifiquement comment on s'y prend pour étudier ces liens d'intérêt. Donc, on essaye de se prémunir de conflits d'intérêt. La pluralité. Alors, la pluralité, en fait, elle a vraiment trois dimensions. Dans un collectif d'experts, on essaye d'avoir des organismes différents, même si la demande a été faite à l'INRAE, mais souvent, et d'ailleurs, on apprécie quand la demande n'est pas faite qu'à INRAE, mais à INRAE et un autre organisme, que ce soit CNRS, l'IFREMER, le CIRIND, voilà. Pourquoi pas. Donc, on essaie dans le comité d'experts d'avoir des scientifiques qui viennent d'horizons, d'appartenances différentes, parce que on sait bien que la culture institutionnelle, elle imprime quand même aussi les façons d'appréhender la recherche. De la même manière, on va avoir un collectif pluridisciplinaire. Je vois là dans tous les 6, là, il y a pas mal de sciences sociales. On fait toujours attention à avoir des sciences sociales, même quand le sujet, la demande initiale ne s'y prête pas forcément. Hein, les pesticides, la composante biodiversité, par exemple, de l'affichage environnemental, c'est l'étude sur laquelle je travaille en ce moment. Bon, ben voilà, il y a 40% du comité qui appartient aux sciences sociales, même si la question au départ, c'était le lien entre pratique de production et
et biodiversité, c'est-à-dire des choses qui pouvaient être ou très agronomiques ou très écologiques. Ensuite, on regarde aussi les approches diversifiées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une discipline, il peut y avoir différentes approches et on va être attentif à ce que les différentes approches soient prises en compte. Alors, elles sont prises en compte d'une part au sein un peu je veux dire des approches des experts eux-mêmes, de leur façon de travailler, mais aussi après, on le verra, de la littérature, les corpus documentaires sur lesquels on s'appuie. Voilà. Donc vraiment, cette pluralité, c'est quelque chose qui identifie beaucoup les collectifs, les opérations de la DEPE et les comités d'experts de la DEPE. La traçabilité, la transparence, alors à la fois, elle se porte à la fois sur les sources documentaires, c'est-à-dire qu'on vraiment fait un suivi de notre comment s'est passée l'exploration, comment est-ce qu'on a fait nos équations de recherche, comment est-ce qu'on a sélectionné les corpus, donc la méthode qu'on a aussi pour réfléchir le plan de travail, le rapport, la rédaction, et à la fois c'est aussi une publicisation de l'exercice lui-même. C'est-à-dire en amont de l'exercice, bien sûr, les commanditaires nous font la demande, mais on essaye rapidement d'avoir une information auprès des acteurs, des parties prenantes. Alors, on appelle ça un comité consultatif d'acteurs, dans lequel on présente, on dit, voilà, on a été saisi sur cette question, et voilà comment est-ce qu'on compte, mais c'est tout le démarrage. Hein. Donc, comment on compte y répondre. Et donc, les acteurs, les parties prenantes, à ce moment-là, peuvent à la fois exprimer leurs attentes et leurs remarques ou leurs revendications sur le questionnement qui nous a été posé, et à la fois faire des remarques aussi sur les premières réflexions que l'on leur apporte sur la méthode comment est-ce qu'on va essayer de prendre en charge en fait le questionnement qui nous a été posé. C'est une consultation, c'est-à-dire que on n'est pas tenu d'en faire cas, quoi. Mais je veux dire, c'est de la même manière que les commanditaires, on échange avec eux dans le cadre d'un comité de suivi et non pas un comité de pilotage. De la même manière, avec les parties prenantes, on a des consultations, on n'a pas, elles ne sont pas, il n'y a pas de prescription, ou enfin elles ne sont pas prescriptives, je veux dire, sur notre manière de travailler. Là, c'est plutôt par un souci d'indépendance du travail. Vraiment, le comité d'experts après et son propre chef. Donc, si je continue sur les règles de fonctionnement, donc on en a parlé, c'est vraiment une réponse. Et il faut que la question soit d'intérêt général. Il ne faut pas que ce soit une question trop précise, parce que de toute façon, généralement, on ne sait pas très bien y répondre dans ces cas-là, mais en plus, ça engage quand même la recherche et un collectif d'experts important avec un coût financier et un coût en temps. Donc, il ne s'agit pas de faire ça pour ou un groupe particulier ou quelque chose qui serait trop restreint. Donc, je vous ai déjà parlé du collectif pluridisciplinaire. Et ce collectif, il est appuyé par une équipe, l'équipe projet. Donc, moi, c'est une de mes fonctions. Enfin, je suis coordinatrice, chef de projet, on va dire, coordinatrice sur ces exercices. Mais il y a aussi toujours des documentalistes dans l'équipe et qui ont un rôle vraiment très, très important et qui travaillent vraiment de pair et de nous tout au long de l'exercice, depuis l'exploration initiale jusqu'à la valorisation finale et notamment pour la diffusion de tout le corpus documentaire qui est ouvert, disponible et accessible à l'issue des exercices. Donc, je vous ai dit qu'on était très à cheval sur notre indépendance, donc vis-à-vis des commanditaires, vis-à-vis des parties prenantes, mais aussi vis-à-vis des institutions. Voilà. Même si, je veux dire, c'est une expertise qui a été confiée à INRAE ou à INRAE et IFREMER, par exemple, sur celle sur laquelle je travaille actuellement. En fait, on a notre propre gouvernance et une indépendance vis-à-vis des niveaux hiérarchiques. Les experts ne sont pas sollicités
via leur département de recherche, par exemple, ou via la DG. Voilà. Et on est garant de la méthode et de cette indépendance. Après, une particularité aussi, c'est donc effectivement, on établit un état des lieux critique de la littérature. Donc, à la fois, on la regarde, on l'analyse, on a son interprétation, des connaissances. Elle est internationale, on vise donc une certaine exhaustivité de l'exploration, même si après, vu les quantités de publications exponentielles, il ne s'agit pas de tout lire, hein, très, très, très loin de là, mais on essaye d'avoir au moins une première approche assez très large de ce que produit la communauté scientifique. Et cet état des lieux critique, il porte sur les volets qualitatifs et quantitatifs. On se fonde sur de la littérature certifiée, donc la littérature validée par les pairs dans les publications. Et si on fait appel à de la littérature grise, ce qui arrive régulièrement, là, dans ces cas-là, il y a un système de validation à l'intérieur du comité d'experts, croisé entre experts, pour que l'ensemble du groupe valide la prise en compte de cette littérature. Une expertise, ça dure un temps limité, mais c'est quand même long. L'exercice en lui-même est généralement 2 ans, et de plus en plus souvent, ou pas de plus en plus souvent, là, non, de temps en temps, ça peut prendre 3 ans. Alors, ça prend 3 ans, notamment à cause de la phase d'instruction, qui, dans les exercices récents, est assez longue. Et ça reprend une question tout à l'heure qui m'avait été posée, là, sur est-ce que c'est nous qui formulons les questions? Non. La saisine est extérieure, mais il y a une traduction un peu de cette saisine extérieure en questionnement scientifique. Voilà. Et donc, dans cette phase d'instruction, c'est cette période de traduction. On essaye de bien comprendre les besoins, de les traduire en qu'est-ce qui va être faisable par un comité d'experts scientifiques, avec quel budget, quel calendrier. Voilà. On identifie donc tout ça dans cette période un peu d'instruction qui peut durer 1 an. Voilà. Et c'est là aussi où on met en place un peu la comitologie dont je vous ai parlé. La phase de réalisation, elle est assez systématiquement de 24 mois. Alors, il y a certaines études, EFS par exemple, qui avaient duré plus, mais généralement, c'est quand même 2 ans. Et donc, il y a une alternance de travail individuel vraiment sur le corpus documentaire et de travail collectif qui est plus tout le dialogue entre les experts, donc leurs disciplines différentes. Alors, en démarrage beaucoup autour de l'élaboration du plan de travail et ensuite pour l'examen croisé des apports des différentes disciplines justement ou des différents corpus à l'élaboration des messages et de l'analyse globale. Voilà. Donc, ce collectif, généralement, il traite entre 1000 et 3000, c'est beaucoup 3000, mais la dernière expertise sur le pesticide et biodiversité, c'était ce chiffre-là, référence en tout. Et donc, ça veut dire que chaque expert traite à peu près entre 50 et 80 références. Voilà. Et de la dimension collective, je vous l'ai dit, la formulation collective des conclusions, c'est quand même un point aussi très important à l'échelle du collectif que tout ça se formule. Hein. C'est pas, il n'y a pas une équipe dédiée à la rédaction ou aux conclusions. Et donc, la valorisation des résultats, on produit un rapport d'à peu près entre 500 et 1000 pages. C'est pas forcément une bonne nouvelle quand il fait 1000 pages, mais là aussi, c'est des fois plus facile de faire 1000 pages que d'en faire 500. Une synthèse pour décideurs qu'on vise aussi entre 50 et 80 pages. Et puis, une petite brochure, un résumé, qui lui... plutôt un outil de communication qui permet à la fois d'expliciter la saisine et enfin la demande et les messages principaux, la conclusion. Voilà. Mais la valorisation, elle se fait aussi par des articles scientifiques. Donc, c'est pas quelque chose de contractuel en fait avec les commanditaires, les articles scientifiques. Mais finalement, d'abord, c'est très important pour les experts qui sont mobilisés. Mais j'ai envie de dire, c'est très important aussi
pour l'action et pour les commanditaires et pour les acteurs, parce que, bon, vous l'aurez sans doute remarqué, mais de plus en plus quand même, les réflexions se fondent sur des articles scientifiques plutôt que sur des rapports, et y compris les ONG, que ce soit WWF, Greenpeace, l'UFC Que Choisir, enfin voilà, les associations, de plus en plus, même dans leur plaidoyer, s'appuient sur des articles scientifiques. Donc, ça s'est démocratisé, tant mieux. Et donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui est important à valoriser. Ça joue sur la crédibilité. Et donc, on a un colloque public sans S qu'on organise à l'issue, qui réunit souvent en présentiel entre 150 et 200 personnes, mais beaucoup plus maintenant qu'on fait des hybrides, là, avec des webinaires. Donc là, il peut y avoir jusqu'à 300 personnes qui sont en ligne. Voilà. Et il peut y avoir des développés après en région, enfin, on peut intervenir ou dans des collectifs de recherche ou dans des unités de recherche. Il y a souvent un suivi sur plusieurs années des suites. Tout ça, ça va? Je continue. Donc, quelque chose d'important, les résultats sont publics. Une expertise, c'est une amélioration des connaissances scientifiques, mais ce n'est pas une production. C'est pour ça que dans études, comme il y a une production souvent de connaissances, voilà, on a distingué les choses, hein, mais ça ne représente pas de nouvelles recherches, l'expertise. Et c'est aussi une forme de rendu des résultats qui qualifie ces connaissances. Avec cette grille-là, on essaie de voir quels sont les acquis, là où vraiment la recherche semble avoir des niveaux de preuve importants et des consensus importants. Là où sont les incertitudes, et souvent il faut re-questionner les incertitudes, parce qu'elles ne sont pas forcément mises en avant dans les publications. Donc on les re-questionne. Les controverses, quelque chose de difficile et qui est aussi difficile toujours y compris à opérationnaliser dans l'écriture, mais aussi dans l'animation des comités d'experts. On essaie toujours de centrer. Et quels sont les avis divergents, les dissensus, et comment les traiter, voilà, pour essayer d'avancer sur cette question des controverses. Et on met aussi en avant les lacunes dans les connaissances, qui se traduisent souvent par des besoins de recherche dans les conclusions. Parce que, mais c'est souvent les expertises sont aussi souvent des moments où on se rend compte que la science ne couvre vraiment pas toutes les questions qui sont posées sur un questionnement général, et que la science a répondu un peu sous différents aspects, on pourrait dire des fois sous plusieurs réverbères, mais pas à côté. Et donc voilà, donc on essaie toujours d'identifier ça. Donc dans la rédaction du rapport, vous trouverez les acquis, les incertitudes, les controverses et les lacunes. C'est systématiquement dans chacune des contributions. Sur les limites un peu de l'exercice, comme on se fonde sur des résultats publiés, on n'est jamais exactement dans le temps présent. Tous les questionnements up-to-date, là, on a du mal des fois à les trouver dans la littérature. C'est pour ça que des fois, on se tourne vers la littérature plutôt grise. Alors, il y a une question importante, c'est sur les biais, que je reprendrai tout à l'heure, mais qui vraiment traverse à chaque fois notre regard, notre interprétation sur les connaissances scientifiques. Voilà. La difficulté à prendre en compte les savoirs profanes, qui peuvent être des savoirs expérientiels ou autochtones, enfin, voilà, ou vernaculaires. C'est pas toujours facile en fait de jouer avec ces deux littératures, ces savoirs qui sont pas sur la même forme. Donc actuellement en fait les différentes formes d'expertise, le GIEC, l'IPBES sont très sensibles aussi à ces questions-là de savoir autochtone ou profane. L'opérationnalisation reste toujours un peu un défi dans nos exercices. C'est une préoccupation, mais
je dirais pas qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment la méthode pour traiter les choses, je pense, de manière adéquate sur ce volet-là. Et bon, une autre difficulté, c'est l'adéquation avec l'adéquation avec l'agenda des commanditaires. Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'était affiché sur mon écran. C'est que souvent, quand les commanditaires nous font une demande, c'est pour le lendemain, et nous, on prend 2 ans. Et donc, 2 ans, c'est souvent supérieur au temps politique. Mais j'ai envie de dire, d'expérience, le temps politique au début est toujours très pressé, mais on arrive toujours à se retrouver dans un agenda. Et finalement, les choses ne sont pas inutiles, même si elles arrivent 2 ans après. Et donc là, sur la diapo suivante, je vais vous montrer un peu comment on essaye de dépasser ces limites et asseoir notre crédibilité. Est-ce que je prends trop de temps ou ça vous va? Mais, c'est intéressant, mais oui, si vous pouviez… Allez plus vite. Ouais, un petit peu plus vite, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à discuter après. Oui, j'ai senti que je prenais un petit peu trop de temps. Ok, merci. Excusez-moi. Juste pour vous dire que sur la crédibilité, c'est un point très important pour l'expertise, puisque vraiment, on est dans un contexte plutôt de défiance vis-à-vis de l'expertise, mais que les critères sont pas toujours les mêmes. Sont pas toujours les mêmes pour les commanditaires, les citoyens ou les experts. Hein. Et si pour les commanditaires, généralement, le cachet des instituts de recherche suffit, pour les citoyens, c'est plutôt la question de la transparence et de l'impartialité qui est forte. Et pour les experts, c'est vraiment la pertinence et la robustesse du corpus. Et donc, à INRAE, on regarde tout ça, bien sûr, mais on a donc 2 points très importants, c'est l'examen des déclarations des liens d'intérêt et la question du corpus. Alors, comme toutes les instances qui organisent de l'expertise, on fait remplir aux experts une déclaration de lien d'intérêt qui permet de recenser tous les partenariats et les relations qu'on a sur le sujet. Et on regarde s'il n'y a pas des risques de conflit. Mais on trouve que ce n'est pas suffisant et donc on fait une enquête, un peu une investigation à l'échelle du comité d'experts pour regarder à la fois les réseaux scientifiques et essayer de voir les risques de biais cognitifs ou de réseaux souterrains un peu qu'il peut y avoir entre experts, justement, pour regarder un peu voilà, ces choses qu'on ne verrait pas. Et quand on fait ça, en fait, ça a un effet un peu miroir révélateur pour les experts qu'on intègre à la conduite de projet. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà comment on s'y prend sur… je vais pas vous expliquer ce schéma, mais voilà, on regarde les publications des experts et leurs copubliants et on essaye de voir, c'est par cortex, donc j'avais refait le schéma, un peu quelles sont justement les communautés scientifiques et on fait cette cartographie pour voir un peu les liens qu'il peut y avoir à l'intérieur du comité d'experts. D'accord ? On fait aussi un travail important sur les corpus biblio, à la fois pour regarder comment est-ce qu'ils sont sélectionnés, on en fait leur analyse, et là, vous avez une page un peu de synthèse où on regarde quelle est la biblio sur laquelle on s'est appuyé, à la fois temporelle, à la fois sa nature et à la fois les publications qui sont les plus citées. Et on regarde aussi, tout au long de l'exercice, les processus de sélection pour voir qu'est-ce qui est ajouté, qu'est-ce qui est retiré, comment se sont passées la sélection. Et ça, on a un retour pendant l'exercice sur chacun des corpus. Voilà. Et je conclus pour vous dire que, je n'ai même pas besoin peut-être de trop dire ça, mais pour dire qu'effectivement, ces démarches d'expertise, elles sont tout le temps questionnées et donc il y a beaucoup d'attention dans la conduite de l'exercice. Voilà, merci de votre attention. Et je vais m'en tenir. Et merci beaucoup, Catherine. C'est très, très clair hein, sur la démarche de l'expertise qui est menée à la DEPE. Alors, je pense que une des premières questions moi, qui me vient en tête, c'est est-ce que… Alors, ce qui est sûr, c'est que un certain nombre d'outils qui sont utilisés dans cette démarche d'expertise, hein, vous les avez mentionnés, tels que
la méta-analyse, la revue systématique, etc. C'est des choses qu'on sera certainement être amené à utiliser dans ce work package d'analyse et synthèse du hub. Après, et là, donc du coup, ça rejoint un petit peu la question, et puis vous en avez parlé de Myriam tout à l'heure, du fait que dans une expertise, est-ce que vous voulez mener à la DPE, la commande et vient forcément de la puissance publique. Dans le cas du PEPR et du Forest Hub, donc ça reste un programme, ça reste orienté vers la recherche, ça reste un programme de recherche. Donc je ne sais pas si on aura. Alors, on va avoir, ça c'est à peu près sûr, pendant la durée du PEPR, des commandes publiques qui vont arriver sur certaines questions qui vont être très fortement connectées au PEPR. On voit par exemple en ce moment, il y a un sujet qui est pas mal discuté au niveau du ministère de l'Agriculture sur la diversification des peuplements et des gestions forestières. Et le ministère s'interroge sur enfin, est en train de se positionner justement pour commander une expertise sur ce sujet-là. Donc moi, je me demande, est-ce que dans le cadre du PEPR, finalement, on va, si on a une commande publique qui arrive sur un sujet qui est fortement connecté à ce qui se fait dans le PEPR, est-ce qu'on se dit, OK, on y va et on traite ça sous la forme d'une expertise collective dans le cas du Forest Hub, ou bien la démarche, c'est plutôt de dire, on reste sur quelque chose qui est orienté vers la recherche, donc on va mobiliser des outils tels que ceux qui sont utilisés dans l'expertise collective, mais pas forcément avec cette commande qui vient de la puissance publique. J'ai pas forcément la réponse. Oui, oui. Non, mais par exemple, sur comment il s'appelle, protéger les cultures autrement, je sais plus. Le PEPR, que moi j'appelle pesticide, là, protéger et j'ai oublié. J'ai oublié son nom exact. Parce que protéger et cultiver autrement. Voilà, protéger et cultiver autrement. Merci beaucoup. Dans ce PEPR ont été conduits l'expertise sur la régulation des bioagresseurs par la diversification des cultures, par exemple. Et c'était une commande du coup, à l'intérieur du PEPR, d'avoir une expertise particulière. Mais d'une commande, alors, et là, ça venait d'un ministère ou ça venait, ça venait de l'instance de gouvernance du PEPR? C'est une commande. Je pense que ça a été un peu les deux. Un peu les deux, oui. Donc, en tout cas, le financement aussi était un peu les deux. On pourrait imaginer qu'il se passe la même chose donc avec le PEPR Forest. Oui. Arnaud? Oui, merci pour cette présentation. Et effectivement, je pense que se pose vraiment la question de comment ce levier-là, cet outil-là va être mobilisé par le PEPR. Moi non plus, je ne vois pas bien, parce que là, pour moi, on est dans une configuration où potentiellement, je vois mal... En fait, je vois mal le ministère ou des ministères ou l'ADEME donner de l'argent au PEPR pour qu'il fasse une expertise collective, on est bien d'accord? Donc, c'est-à-dire la commandité. Oui. Voilà. Donc là, on est plutôt, pour moi, dans une configuration où la DEPE serait un prestataire pour le PEPR. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vois là, c'est que la DEPE nous a présenté une compétence. Sa compétence est de... faire ces expertises collectives. Et la question qu'on doit se poser, c'est nous, PEPR, est-ce que nous avons vocation à être commanditaires d'une expertise collective? Pour moi, c'est ça la question. Et si oui, qui du PEPR le fait? Ou comment on organise potentiellement cette commande-là et avec l'idée d'en faire quoi? Sachant effectivement, peut-être que aussi... l'intérêt, et c'est une chose très distincte et tu l'as bien expliqué, Catherine, c'est aussi ce que je trouve très important d'identifier, c'est que vous avez bien montré que les chercheurs impliqués dans ces expertises, ce n'est pas un collectif.
ce sont des personnes, comme on dit, convoquées persona intuita ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est en leur nom. Voilà. Elles sont pas. Donc, c'est en cela où ce n'est pas non plus un outil d'animation collective du collectif PEPR, c'est-à-dire au sein des institutions, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et moi, ce que je viens de voir, c'est que voilà, c'est une compétence. Et la question est de savoir, est-ce que cet outil, on va le mobiliser? Si oui, bah, c'est effectivement de bien, là, on a bien compris les tenants, les aboutissants. Voilà, il faut voir un petit peu le coût. Et effectivement, du coup, se dire, bah, nous, on peut enfin, est-ce qu'on souhaite en faire, déjà? Si on en fait pourquoi et commandité dans quelles conditions? Et combien on peut en faire? Et comment ça peut s'organiser? Et est-ce que ça sera systématiquement la DEPE qui le fera? Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on avait parlé du CESAB. Donc, ça aurait été bien aussi d'avoir une présentation du CESAB pour voir quelle était l'expertise. Pas pour dire, mais pour voir qu'on ait une visibilité sur effectivement l'ensemble des outils qu'on peut mobiliser dans le cadre du PEPR pour réaliser ce travail de produire effectivement. Mais il ne me semble pas utile de dupliquer ces compétences-là au sein du PEPR, c'est ça que je veux dire. Ni de proposer notre propre méthodologie ou je ne sais quoi. Enfin, c'est très, très bien élaboré, très cadré. Donc, bah voilà, ce qu'on peut être amené, nous, c'est à cette, effectivement, en commandité, pourquoi pas. Alors, même si du coup, il faut revoir la logique parce que on n'est plus dans une logique du décideur qui commandite une expertise. On est plutôt dans la logique, là, des chercheurs qui font émerger une expertise. Donc, c'est déjà, pour moi, pas si évident que ça. Ça se réfléchit quand même. C'est du coup peut-être plutôt là où ça peut être un outil d'animation, justement, plutôt du lien avec le think tank ou je ne sais quoi, ou enfin, on va dire les utilisateurs de la recherche. Et je pense, moi, ce que j'y vois aussi potentiellement, là où je porterai un intérêt, alors là, en dehors de la partie, effectivement, intérêt de co-construire ces expertises, cette demande d'expertise avec notre think tank, et du coup, d'avoir cette finalité-là du think tank aussi. Moi, j'y vois un autre intérêt pour Forest de manière plus générale et plus particulièrement pour ce PC4. C'est aussi potentiellement, mais ça, c'est des nuances aussi qu'on peut peut-être discuter. Dans quelle mesure est-ce que ce travail-là peut être un travail préparatoire à une prospective? Il me semble que ça peut être un input d'une prospective où là, peut-être que le PEPR a peut-être plus vocation à investir dans, je dirais, la formalisation d'une démarche. Voilà. Même si là, je sais aussi que ça se fait par ailleurs, hein, les démarches de prospective, etc. Mais peut-être que là-dessus, par contre, le PEPR est peut-être voilà, aura davantage la main dans les conditions de définition de ce que serait notre prospective. Voilà, à réfléchir. Mais je vois ce lien-là, en tous les cas, par rapport à ce que vous avez présenté. Et puis, effectivement, un truc dont vous n'avez pas parlé, puis je vois Myriam là, et puis on en a un petit peu parlé, le lien avec la formation. Voilà, il faut se poser la question. Je pense que ces démarches-là, vous avez parlé des biais, parlé d'un certain nombre de questions. Voilà, impliquer les jeunes là-dedans, les étudiants, je ne sais pas. Bon, voilà, je lance ça à la va-vite sans trop, mais bon, je pense qu'il y a peut-être aussi à impliquer les jeunes, voilà, les jeunes chercheurs, les jeunes, voilà, un peu davantage, ça peut être intéressant aussi, pas uniquement ceux qui effectivement ont fait leurs preuves. J'entends bien hein, l'idée de sélectionner par ceux qui ont fait leurs preuves. Je pense que vous devez regarder les publics chacun et voir si c'est en lien avec le thème, etc., pour les valider. Mais il y a peut-être aussi l'idée de la fraîcheur, de l'avenir, de la jeunesse et des publics en formation qui peut être à réfléchir comment on les implique aussi dans ce genre de choses. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient en premier. Je peux répondre, Nicolas? Oui. 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, dans le PEPR sur protéger et cultiver autrement, il y a à la fois eu une demande d'expertise sur, comme je vous ai dit, la régulation des bioagresseurs par la diversification et une prospective sur agriculture européenne sans pesticides. Les deux. Et par rapport à la formation, il se trouve que
moi, c'est un volet qui m'intéresse beaucoup à l'ADEP et donc que je porte. On fait une formation aux doctorants et j'anime aussi un enseignement à Sciences Po là-dessus, sur la question d'expertise. Mais ce que je voulais vous dire par rapport aux jeunes chercheurs, c'est qu'effectivement, dans les comités d'experts, toujours dans ce souci un peu de diversité, de pluralité des approches, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas que des seniors. Et donc, on a un peu les 3 tranches d'âge, parce que finalement, les approches de la recherche, elles ont un peu évolué quand même sur les 30 années de carrière, on va dire, d'un chercheur. Et donc, on ne prend pas que ceux qui se sont formés il y a à peu près 30 ans. On prend ceux qui se sont formés il y a à peu près 20 et ceux qui se sont formés dans les 10 dernières années. Et de plus en plus, on fait attention à ça. Et puis même voilà, vraiment le mot, à chaque fois qu'on peut diversifier les profils, on le fait. Ok. Oui. Merci. Peut-être avant de passer la parole à Myriam, moi je serais, enfin bon, peut-être après Myriam, je serais intéressé d'en savoir un peu plus comment s'est montée l'expertise du coup dans le PEPR protéger et cultiver autrement, parce qu'on pourrait imaginer, je pense pas que le PEPR lui-même soit, enfin si le PEPR lui-même est commanditaire d'une expertise, on sera plus trop dans le schéma que vous nous avez présenté. En revanche, si on a un effet levier du PEPR, c'est-à-dire qu'on a bien une commande qui vient du ministère ou de l'ADEME sur un certain sujet qui recouvre des sujets du PEPR, là, on pourrait imaginer qu'il y a un effet levier où on a cette commande qui vient du ministère et le PEPR peut compléter les financements pour des choses qui seraient peut-être plus qui relèveraient peut-être plus de la recherche. Et qui permettrait finalement d'embarquer des chercheurs dans l'expertise, mais alors je ne sais pas si c'est faisable, parce que l'expertise reste basée sur des résultats qui sont déjà, des connaissances qui sont déjà disponibles, qui sont pas, il n'y a pas de nouvelles productions, comme vous l'avez précisé, mais on pourrait imaginer que le PEPR accompagne ça, qu'il y ait un effet levier, et qu'on puisse embarquer des chercheurs. Mais il faudrait quand même qu'il y ait ce point de départ de commande qui vient du ministère. Et bon, je passe la parole à Myriam. Merci Nicolas. Moi, j'aurais tendance à raisonner à partir du besoin, ou du moins la vision que j'en ai, qui est peut-être pas la vôtre, qui est certainement incomplète, mais le PEPR a des ambitions d'impact sociétal, et il me semble que pour réaliser ces ambitions, à un moment donné, il faut avoir un retour réflexif sur les résultats dans leur diversité, et que les approches qui ont été présentées par Catherine sont quand même une façon éprouvée et solide de formaliser un retour réflexif. Parce que les chercheurs qui portent les résultats, évidemment, c'est humain, les promeuvent, mais pas forcément de façon, enfin on a bien vu les débats qu'il y a eu dans la presse ces dernières années autour de la forêt, ça peut tourner longtemps sans qu'on arrive à une conclusion et sans que finalement on ait un examen solide de ce qui manque. Et typiquement, souvent ce qui manque, c'est une analyse des biais, en effet, ça c'est vraiment énorme, et aussi une analyse de la représentativité. Ça, en forêt, c'est souvent une pierre d'achoppement. On va avoir une étude qui est assez conclusive, mais qui porte sur X% de la forêt française, sans qu'on puisse réellement faire le bilan de en quoi ça impère la représentativité des résultats. Donc, il y a un besoin d'avoir ce retour réflexif donc le fait d'avoir des approches qui sont normées, de rechercher la pluralité, ça consolide évidemment, ça rend crédible ce retour réflexif. Mais après, bon, probablement dans le cadre du PEPR, on s'écarte aussi de la pratique normale de la DEPE. Moi, personnellement, en tant qu'issue de la pratique, le fait de baser la sélection des experts uniquement sur la littérature, ça me pose question quand on prétend répondre à des questions qui portent sur la pratique. Et puis, en effet, il y a une question de commande. Et pour ça, moi, ça rejoint les questions de gouvernance aussi du PEPR, pour lesquelles j'y vois pas encore bien clair
Et il me semble que c'est quand même très relié aux questions de gouvernance du PEPR. C'est-à-dire que comment on va traiter au fil de l'eau les questions nouvelles qui vont survenir, dans quel comité, ça, moi, j'y vois toujours pas très clair et il me semble qu'on peut difficilement traiter une question sans l'autre. Je peux rebondir là-dessus. Alors, pour moi, c'est pas très compliqué là. Enfin, la question qui se pose, c'est déjà, je pense qu'il faudra qu'on fasse un état des lieux, des synthèses, de ce qu'il existe en termes d'expertise en lien avec la forêt, avec le périmètre du PEPR. Je pense que ça, c'est la première des choses. De dire que le PEPR doit nous permettre de renforcer, d'accentuer cet effort de transmission des connaissances à travers ce mode de l'expertise. Ça, c'est pour moi la première des choses. Et du coup, quelle ambition on a? Je pense, mettons, qu'on peut dire, on peut en faire 3. Voilà. À un moment donné, il faut être très concret. Hein. Donc, mettons, je pense que le PEPR peut faire peut-être se dire, il y aura 3 expertises collectives qui seront portées par le PEPR et qui seront qui augmenteront significativement la production d'expertise collective. Donc ça, c'est le premier aspect du PEPR qui a vocation à intensifier, on va dire, ce qui se fait en lien avec la recherche, la valorisation de la recherche, etc. La deuxième, c'est dans quelle mesure est-ce que le PEPR peut changer un peu la manière dont c'est fait. Et ça, c'est par rapport aux remarques que vient de dire Myriam. Il peut changer dans la manière, effectivement, comme tu dis, dans cette co-construction de la question. Pour moi, sur la méthode, si on n'en est pas satisfait, il faut peut-être en commanditer d'autres, en réfléchir d'autres. Je pense pas que le PEPR ait vocation à créer une nouvelle méthode d'expertise, notamment celle que tu dis, c'est-à-dire celle qui consisterait à je ne sais pas comment l'appeler, à faire l'autocritique de la science. Je ne suis pas sûr que ce soit au PEPR de le faire. Par contre, effectivement, moi, je crois que l'expertise collective reste basée sur c'est là où elle reste basée sur la science. Et la science n'est pas qu'une science. Quand tu dis que ce n'est pas en lien avec la pratique, en fait, il existe des disciplines scientifiques qui s'intéressent aussi à ça, et c'est de la science aussi. Donc, on a un peu du mal à penser que les sciences sociales sont une science, mais c'est une science. Et donc, qu'il n'existe pas de production en sciences sociales, c'est une chose. Donc ça, le PEPR doit y répondre. Par contre, on peut se baser aussi sur la science pour mieux comprendre le lien entre les connaissances que l'on a sur le fonctionnement, par exemple, des forêts, et, comme tu dis, ce lien avec la pratique. On peut rester dans le même champ, de s'appuyer sur de la production scientifique aussi. Et je pense que ça, par contre, c'est important de conserver, je trouve, cette approche qui est l'approche de l'expertise collective. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de produire une autre science ou de dire, voilà, on va faire une… Non, je pense que on prend l'outil ou pas, et là, la question est de savoir comment on l'utilise. Concernant la gouvernance, pour moi, là, il n'est pas lieu de la gouvernance du PEPR. Il est la question qui se pose dans ce hub qui a proposé d'être une interface et un espace de dialogue entre la forêt et la société, pour faire vite, avec la réflexion de construire, c'est pour ça, un think tank, par exemple. Donc, pour moi, ce serait effectivement, pour faire changer un peu les choses, plutôt que d'avoir une commande d'un ministère, l'originalité du PEPR, ce serait que ces expertises-là sont commanditées avec les mêmes fonctions que tu as décrit, Catherine, que vous avez, vous, pour vos commanditaires, que peuvent être, je ne sais pas, mettons, en couple, l'ADEME et le ministère de l'Agriculture. Là, nous, ce serait le think tank du PEPR qui en serait le commanditaire et qui assurerait cette gouvernance externe en gardant en gardant le modèle que vous avez de gouvernance plus précisément de projet et de son autonomie, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment en lien avec le think and do tank. La gouvernance du PEPR, c'est les conditions dans lesquelles on va, je dirais, utiliser l'argent du programme. C'est ça la gouvernance du PEPR. La gouvernance du PEPR n'est pas celle qui va dire la science qu'on va faire demain. La gouvernance du PEPR, c'est l'infrastructure qui va gérer ce programme, les 50 millions qu'on nous a donnés, les 8 ans,
et les engagements que l'on a auprès de nos contractants, que sont le ministère de la Recherche et son agence, l'ANR. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et je pense que cette réflexion-là, l'originalité du PEPR, ça va être comment est-ce qu'effectivement, on crée de la demande par rapport à cette boucle-là que tu disais là, sur la place dans la décision, c'est de remettre effectivement une plus grande diversité d'interlocuteurs et de commanditaires dans la formulation de la question, dans ces choses-là, etc. C'est là où je pense qu'on peut avoir peut-être une plus-value, pas tant, comme je disais, sur la méthode, je pense qu'il faut la prendre telle qu'elle, mais plutôt sur la capacité à formaliser un besoin d'expertise collective et à le suivre. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Oui. Est-ce que je peux juste… Oui, Myriam, vas-y. Oui. Oui, je voudrais juste corriger quelque chose. Je n'ai pas parlé de critique de la science, hein, pas du tout. Non. Je parle de critique de l'interprétation par les scientifiques de l'impact pratique de leurs conclusions. Et on sait très bien qu'entre les résultats scientifiques purs et la façon dont ils sont interprétés de façon plus large en termes d'impact sociétal, souvent, il y a des écarts assez forts, y compris dans les papiers scientifiques eux-mêmes. Et alors, cet écart, souvent, il se creuse quand après, ces conclusions sont reprises par la presse ou par d'autres voies de dissémination. Hein. Donc, il ne s'agit pas de critiquer la science. Hein. Non, mais ce que je veux dire… C'est pas mon point. Hein. Non, mais je n'ai pas utilisé le bon mot, j'en cherchais un qui était moins fort que ça, mais parce que je pense que les remarques que tu as mentionnées sont justes. Mais je pense que ça nécessite autre chose, et je dirais que c'est plutôt le boulot des scientifiques de critiquer ce qu'a fait celui qui était avant. En fait, c'est plutôt comme ça que ça marche, en fait. De dire, lui, il a regardé ça, mais ça a telle limite, donc moi, j'ai fait ça pour… En fait, c'est l'histoire c'est le processus de la science, de production de la science, qui revient sans arrêt pour essayer d'ajuster la production. Quand tu parles de l'interprétation, c'est la question de la production de la science. Et je ne pense pas que dans ces expertises-là, il y ait… D'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, dans quelle mesure il y a un retour critique potentiellement sur les conditions dans lesquelles les résultats ont été produits qui sont utilisés dans les synthèses. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller jusque-là sur 3000 références, mais ça, c'est une autre question et je pense qu'elle est potentiellement utile. On a eu un séminaire hier, par exemple, et on a vu qu'on a des collègues qui, justement, s'intéressent à ça sur des sujets très pointus, très précis. Ils essayent aussi de comprendre et de montrer les limites de certains résultats scientifiques ou d'une somme de résultats scientifiques sur un sujet. Donc, et ça, je pense que c'est un petit peu différent, mais qui a un autre enjeu, hein, Myriam. Je pense que dans des formes de méta-analyse ou des choses comme ça, c'est ce qui se fait aussi un petit peu. Donc, on a aussi, parce que là, on a vu l'expertise collective, mais je pense qu'on a à explorer de manière plus large d'autres outils, comme tu dis, Myriam, pour organiser ce dialogue science-société. Il y a peut-être d'autres leviers à activer qu'on peut activer dans ce PEPR. Là, c'en est un, mais comme tu dis, Myriam, ça ne répond pas forcément à tout, hein, parce qu'on sait qu'il y a d'autres médias de formation, de diffusion de la science dans la société que ce type de production-là, en l'occurrence. Et ça, on en est tous conscients. Et c'est ce que tu dis aussi, Myriam, c'est qu'il y a plein de médias de diffusion des connaissances. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit trop aveugle dans ce PEPR, qu'on essaye de capter d'autres médias, pas tous, mais d'autres médias, et qu'on soit en capacité, là aussi, d'essayer d'améliorer un petit peu les choses dans le sens que tu dis. Donc, je ne prenais pas ça du tout, ce n'était pas un contre-pied de ce que tu disais, je vais dans ton sens. Mais je pense juste qu'il faut bien qu'on ait ça en tête et qu'on se dise il faudra activer potentiellement différents outils pour faire ça, parce que, comme tu dis, ça passe par différents médias, pas uniquement par la lecture et la consultation par les ministères de ces expertises collectives, en l'occurrence. Oui. Xavier ? Oui, du coup, deux points. Alors, c'est vrai que moi, étant à RDI, qui est organisme de recherche appliquée, je me rends bien compte qu'on est pas mal en aval et que le PEPR est très orienté recherche fondamentale, mais n'empêche que, je vais un peu dans le sens de Myriam, il faut qu'on tienne compte de
des enjeux des gestionnaires ou en tout cas des acteurs de terrain. Et puis là, on est effectivement avec les SHS aussi sur les enjeux sociétaux. Et du coup, j'ai un peu une vigilance. Il y a dans les fiches nécessité de voir les collaborations avec les porteurs d'enjeux. J'ai un peu l'impression que, bien sûr, quand on dit porteur d'enjeux, c'est quand on s'adresse à la forêt, c'est les forestiers. Les forestiers, c'est l'ONF, c'est le CNPF, parce que sinon c'est une grosse nébuleuse et donc on a du mal à orienter. Et on se rend bien compte qu'on est un peu dans toutes les fiches en tant que porteur d'enjeux, sans pour autant avoir été questionné. Et donc, il y a un peu, moi, cette interrogation, comment on va vérifier que les sujets sont bien les sujets sur lesquels les porteurs d'enjeux, justement, se posent des questions. Donc, comment ces porteurs d'enjeux vont faire remonter leurs besoins et derrière permettre aux chercheurs de s'emparer de ces besoins et de travailler dessus. Et puis, deuxième point, c'était pour aller un peu dans le sens de Myriam qui parlait d'analyse des représentativités. J'avais l'impression dans le sens de, on fait souvent des focus sur des types de forêts, la monoculture de résineux, et il y a aussi l'analyse des représentativités de ceux qui, en gros, sont proches des médias et donnent un peu le ton de voilà des discours et je me dis, est-ce que vraiment c'est représentatif de l'ensemble de la société? Et en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas finalement une masse dominante qui ne s'exprime pas, qu'on n'interroge pas? Et est-ce qu'on n'a pas tendance à se dire, tiens, on regarde ce que met en évidence les médias, qui finalement représentent peut-être une part minoritaire de la société, mais qui effectivement s'exprime plus. Voilà, donc voilà, deux interventions par rapport à voilà, à ce que. Alors, mais je suis conscient, on est voilà, dans ce PEPR, peut-être on connaît pas tous les tenants et aboutissants, et du coup, voilà, c'est un peu ceux qui sont à la marge qui s'expriment et qui questionnent. Voilà, ceux qui seront vraiment à la manœuvre, c'est-à-dire les organismes de recherche un peu plus fondamentaux. Oui, alors, avant de passer la parole à Catherine et Arnaud, peut-être pour rebondir, parce que j'ai l'impression, avec ce que tu viens de dire, là, Xavier, ce qu'avait dit Myriam et aussi ce qu'on a discuté sur le fait que finalement, il va y avoir besoin de faire remonter des questions et que ça ne relève pas de la gouvernance du PEPR en tant que tel, mais ça relève du think tank. Peut-être parce qu'on avait, dans le hub, il y avait cette plateforme de discussion entre parties prenantes qu'on avait bien identifiée. Et c'est cette plateforme, qu'on l'appelle plateforme ou think tank ou je ne sais pas quoi, c'est bien cet outil-là qu'on pourra utiliser pour faire remonter ces questions des porteurs d'enjeux. Et peut-être que ça, du coup, alors là, je réfléchis en parlant, mais parce que du coup, cette plateforme-là, on l'avait replacée dans les Living Labs, mais peut-être que du coup, il faut peut-être plutôt la replacer dans le Work Package sur les analyses et synthèses, parce que c'est peut-être cette plateforme-là qui sera utile, qui sera vraiment utile pour identifier les questions à traiter sous la forme d'analyse, de synthèse, d'expertise ou d'analyse et de synthèse modèle CESAB ou autres outils. Et je passe la parole à Catherine. Oui, c'était simplement pour vous dire que je vous ai parlé de l'importance qu'on donne aussi à la consultation des acteurs, à la fois en début, en milieu et en fin d'exercice. Mais pour vous dire que l'IRD, qui a aussi comme ça une cellule dédiée à l'expertise, eux, carrément en démarrage, en fait, ils ont, au moment de la saisine, en fait, ils font un petit séminaire avec les porteurs d'enjeux pour discuter de la formulation de la saisine. Et donc, voilà, c'est… nous, en fait, on passe pas par cette étape de discussion de la saisine avec les porteurs d'enjeux, on l'a un peu après,
Et donc, on écoute et on en tient compte, mais eux, carrément, c'est un peu en amont de la formulation du coup des questions qu'ils posent, ce qui est une option. Hein, il faut, voilà. Mais là, ce serait peut-être encore plus en amont, parce que ce serait peut-être même finalement sur les questions. Exactement. C'est quelles sont les questions à poser. Et c'est, enfin, bon, généralement, il y a une question initiale, mais le petit séminaire, on va dire, permet de formuler les questions, de les reformuler, de les réorienter éventuellement. Toujours à l'IRD, en fait, Myriam, l'IRD inclut des experts non académiques dans ces collectifs. Alors nous, en fait, il y a cette mixité, on va dire comme ça, dans les prospectives. Donc, vous verrez ça avec une collègue le 23 là, mais pas dans l'expertise, parce qu'effectivement, c'est plutôt l'opérationnalité. Vous voyez, on garde ce dialogue. Et les études, notamment, permettent d'avoir plus d'échanges avec les praticiens. Bon, par exemple, je vous dis, nous, en ce moment, moi, je travaille sur la biodiversité, l'affichage environnemental et les labels. Bon, on a tout un travail avec les gens qui sont porteurs de labels sur leur cahier des charges ou sur leurs règles de fonctionnement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça étude, parce que vraiment là, on a cette réflexion sur du fonctionnement, sur du gris, quoi, on va dire. Hein. Mais voilà. Et c'est le dialogue un peu entre l'expertise académique et l'expertise plus sur du gris. C'est pas forcément profane, c'est pas expérientiel, je sais pas comment il faut l'expliquer, vraiment quel vocabulaire est le mieux, qui est dans ce terme étude. Voilà. J'ai plutôt parlé d'expertise, mais disons que on ne balaye pas, et je pense même dans les expertises, on ne balaye pas ce qui est autre qu'académique, vous voyez. Mais c'est vrai que, et je pense que toutes les structures, que ce soit l'IPBES aussi qui fait très attention, l'opérationnalité n'est pas facile. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce qu'on ne parle pas exactement des mêmes endroits. Okay. Et Arnaud? Oui, malheureusement, Xavier est parti. Mais bon, pour répondre quand même à ce qu'il disait… Je crois qu'il est là. Hein. Ah oui. Enfin, il n'est pas déconnecté, en tout cas. Alors… oui, j'écoute très rapidement, mais vu que j'anime la réunion suivante, Alors, concernant la place de l'ONF et puis la place aussi de cette expertise, je rappelle que l'ONF comme le CRPF ne sont pas juste des parties prenantes. Ils sont potentiellement ils sont finançables, hein, donc ce sont des partenaires. Et donc, si les priorités sur lesquelles ils veulent travailler, ils peuvent les formaliser en s'engageant et en conduisant des actions financées dans le cadre du PEPR. Donc, ce n'est pas du tout… restrictif pour le coup uniquement aux établissements de recherche fondamentale, qui d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, on ne fait pas que de la recherche fondamentale dans les ENR, et en l'occurrence dans ce PEPR. Et donc, non, il n'y a pas de… S'il y a des thèmes d'intérêt que souhaite porter l'ONF, il peut les porter, puisqu'il peut se faire financer des actions, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui n'empêche qu'effectivement, l'ONF a aussi un rôle, une position de stakeholder, bien évidemment, et c'est pour ça que dans ce comité des porteurs d'enjeux, et comme vous l'avez dit, moi je pense que l'intérêt peut être vraiment là. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, ce n'est pas au PEPR ni aux scientifiques de dire sur quoi doivent porter ces sujets d'expertise collective. Je pense que là, c'est vraiment l'enjeu de la part de ce think tank. Et puis, je reviens sur… Catherine a bien présenté, c'est une démarche, c'est une méthode. Voilà. Une méthode qui dit « que dit la science ?» On peut dire que ce n'est pas suffisant, je ne sais pas, mais c'est la méthode dans tous les cas. Donc, ce n'est pas inintéressant, je trouve, d'avoir cette synthèse des productions scientifiques. Elle n'est pas suffisante, Catherine l'a bien dit, hein, il y a beaucoup de biais à tout cela, etc. La question, du coup, pour nous, va être davantage d'être originaux dans la production, dans la condition de la production de la commande, à travers le think tank, et aussi dans l'utilisation de ce produit-là.
dans sa valorisation, dans sa mise en discussion avec justement le think tank, avec les praticiens, en montrant les décalages, en montrant les problèmes, et tout ça pour faire quoi? Ce qui intéresse le PEPR aussi en retour, pour faire émerger potentiellement de nouvelles questions de recherche, ou justement de réinterroger la communauté scientifique pour dire, bah, vous voyez, il y a eu cette expertise de ce que fait la science, on en a discuté, on peut éventuellement même un retour des stakeholders et qui soit formalisé, avec un travail je dis pas de contre-expertise, mais de retour, de discussion de l'expertise collective, donc quelque chose d'assez formalisé. Hein. On peut aussi réfléchir de la même manière à la contribution des stakeholders, où chacun peut argumenter, donner des éléments d'argumentation sur la base de cette expertise-là, et faire avancer comme ça, et aboutir à même des propositions de questions de recherche qui ne sont pas suffisamment bien traitées, etc. Et de faire remonter à la gouvernance, pour le coup, du PEPR, qui va pouvoir utiliser ce retour-là pour réorienter ou pour favoriser certaines choses dans le cadre des outils dont on dispose. Donc, voilà, moi, je le vois comme ça. Concernant la question de la visibilité dans les débats, etc., bon, je pense qu'il y a aussi... il faut aussi qu'on sorte de ce truc forestier, là, où on a le sentiment que là, ça y est, je pense que tous les sujets subissent les mêmes problèmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a, quand on rentre dans le débat public, il y a une hétérogénéité de ce débat public, une vie dans le débat public, et bon, ce qui a changé, c'est que les enjeux forestiers ne sont plus discutés dans des arènes discrètes de techniciens et de ministères, et elles rentrent dans la société, donc ça participe de ça. Il y a la science qui est dedans, il y a le public, il y a des choses qui sont dites vraies, fausses, contradictoires. C'est le débat public. Et je crois que ça, c'est plutôt bien. Et je dirais que c'est un chemin. Et l'enjeu du débat public est de ne pas essayer et d'apporter dans ce débat public de la contradiction, des éléments étayés, etc. Et donc, il faut que le PEPR soit garant, effectivement, de bien clarifier ces voies de circulation, qui essayent d'apporter un peu je dirais, d'organiser cette médiation, d'une part, et puis de proposer des produits aussi, notamment, et puisque c'est notre vocation à nous, qui utilisent des données scientifiques pour le faire. Donc voilà, moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille, qu'on a bien donc là un outil, que je pense qu'effectivement, il faut qu'il y en ait d'autres, qu'on pense l'interaction, que tous les biais que vous avez mentionnés, qui pour moi est d'ailleurs la chose peut-être la plus intéressante à se saisir dans le cadre de ce PC4, c'est de se dire comment nous, on peut apporter des réponses à ces biais-là, les limiter, voilà. Je pense que ça, c'est un enjeu important. Pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, hein, parce que je suis d'accord avec vous, il faut davantage, pas que de l'expertise scientifique, c'est pas tout, c'est pas une fin en soi, et qu'il y a à travailler la diffusion de cette expertise scientifique, mais aussi à la confronter, à la mettre en discussion, et à ce qu'on ait des remontées pour qu'in fine, nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est qu'on peut financer aussi de nouvelles sciences. Dans quel sens on va la financer? Voilà, il faut qu'il y ait ce retour. Ok. Peut-être pour faire évoluer la discussion vers un... Parce que là, bon, on a beaucoup discuté finalement méthode, donc méthode de la DEPE, il y a aussi la méthode du CESAB et puis d'autres choses. On a aussi et notamment à travers les fiches qui sont remontées dans le Nextcloud, finalement des attentes, mais cette fois-ci de façon plus thématique, donc déjà ciblée sur un sujet d'analyse ou de synthèse à mener. Et alors déjà, aussi dans le PEPR, ce qu'on avait identifié dans ce work package comme tâche préliminaire, c'est de faire déjà une sorte d'analyse et synthèse sur le concept même de socio-écosystème forestier et du cadre de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui était prévu dans le feu, enfin dans l'ex-PC1, et donc qui semble quand même important à maintenir comme pas comme un préalable, mais en tout cas comme quelque chose d'important puisque le PEPR va se focaliser sur les socio-écosystèmes forestiers, donc déjà précis, cadré de quoi on parle. Donc on a déjà là finalement une tâche d'analyse et de synthèse à mener, mais sur une thématique qui est déjà définie. Et alors là, peut-être que je peux partager mon écran pour vous montrer rapidement ce qui est remonté des fiches.
Je me permets de demander, peut-être que vous avez besoin d'avoir des discussions un peu entre vous. Je ne sais pas si ma présence est, Bah non, 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 il n'y a rien de secret. reste utile ou pas. Sauf si vous avez autre chose à faire, mais... Non, mais je veux bien, si je peux continuer, mais c'est pas, je veux dire, je veux. Non, non, les ateliers là sont ouverts à tous. Il n'y a pas de, il y a rien de, il y a absolument rien de secret. Non, non, on réfléchit tous ensemble. Hein. On n'a pas de. Notre but est d'avancer au mieux. Voilà, comme on disait, en partant de ce qui existe, et on a un peu plus de moyens pour faire plus de choses, donc d'essayer d'en faire plus et de les faire mieux. C'est à peu près le seul leitmotiv que l'on ait, sans que personne ait la vérité absolue. Je pense qu'on essaye un peu de confronter. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche ici. Alors, j'ai le même souci que vous tout à l'heure, Catherine. Je n'arrive pas à partager le bon écran. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez quoi, là? On voit nos têtes. Alors, ah oui. C'est bon. Et là? C'est noir. Et là? Oui, c'est bon. Ok, alors, comment... Ah. Bon, alors puis d'ailleurs, je me rends compte qu'il manque des choses. Alors, j'ai fait un classement qui est certainement très mauvais, très discutable, sur les propositions qui sont remontées, qui étaient soit explicitement rattachées à ce work package d'analyse et synthèse, soit pas forcément explicitement, mais il me semblait que ça s'y rattachait. Donc, j'ai fait un classement sur des choses qui sont soit rattachées à une thématique assez précise, soit, mais bon, je pense que c'est très discutable hein, ce que j'ai fait, soit plutôt finalement rattaché à des méthodes. Donc, il y a notamment une proposition sur l'ensauvagement, là, comment on dit, le rewilding, voir un petit peu les coûts d'opportunité qui sont liés à cette option qui est effectivement proposée de plus en plus en lien avec la gestion forestière. Une proposition liée, alors c'est dommage que Xavier ne soit plus là, aux représentations de la forêt, une autre sur les collectifs d'acteurs alternatifs qui pourraient amener à des nouvelles formes de gouvernance dans des territoires forestiers, un vieux sujet sur l'équilibre forêt-ongulé, et puis également, et donc Yvan est là, sur l'usage du bois une proposition d'analyse synthèse sur l'usage du bois dans la construction. Et puis ensuite, il y a des choses alors sur la grille d'analyse de la gouvernance territoriale. Katia n'est plus là, sur l'adaptation du droit aux forêts et aux systèmes socio-écologiques. Et puis ensuite, quelque chose sur la forêt de Chantilly, donc quelque chose d'assez... Alors, la forêt de Chantilly est quelque chose de très, très ciblé de point de vue des territoires, mais avec en fait une demande, enfin une manifestation d'intérêt qui n'est pas forcément ciblée sur le sujet à aborder, mais qui proposait d'utiliser la forêt de Chantilly comme territoire d'expérimentation périurbain. Pour moi, c'était peut-être un peu plus relié finalement à la question des Living Labs, mais c'était explicitement relié dans la proposition au work package sur les analyses et synthèses. Et puis, alors quelque chose dont on n'a pas trop discuté également, enfin si, qui a été évoqué à travers les études, le fait d'avoir de la production scientifique sur des données qui sont disponibles mais qui sont insuffisamment valorisées ou qui ne sont pas valorisées suffisamment d'un point de vue pluridisciplinaire. Et donc ça pourrait être fait avec différents jeux de données, et notamment une proposition qui remonte avec les données d'InSilva. Je me rends compte qu'il en manque au moins une proposition, alors je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas là, j'ai dû l'oublier, celle de Vera et d'Eve Capello sur une analyse et synthèse sur les différentes visions de la forêt, alors qui diffèrent de ce qui est proposé sur les représentations, parce que les représentations de la forêt, c'est plus par
par le public, alors que les visions, ce serait plus par les chercheurs. Donc voilà, bon, je ne sais pas si on pourra... Bon, il va falloir forcément qu'on reprenne ces propositions pour voir comment on peut les faire rentrer dans le cas du projet ciblé ou pas. Mais je ne sais pas si on pourra aller très loin dans cette discussion aujourd'hui, vu que les porteurs de ces propositions à Paris-Vent ne sont pas là. Et peut-être que la discussion aujourd'hui, c'est parce que finalement, on a eu pas mal de... Enfin, je pense que du point de vue des méthodes à mobiliser, on voit à peu près comment s'y prendre et ce qu'on peut faire dans ce work package du hub, bon, sachant qu'il va falloir faire quand même des ajustements, en particulier avec peut-être repositionner dans ce work package le think tank. En revanche, sur des propositions qui sont assez ciblées sur des thèmes bien précis, d'analyse et de synthèse, je pense qu'il y a encore des discussions à avoir pour voir comment on s'y prend. Après, si on part du principe que l'enjeu fondamental est de faire, enfin, de reprendre cette idée qui n'est pas obligatoire. Hein. On fait l'hypothèse que si on prend cette idée que ce work package du hub là, il soit un outil, je dirais, qui permet en gros au think tank, c'est-à-dire à une communauté élargie, hein, qui inclut une diversité d'acteurs concernés, en gros d'interroger la science, d'être un espace de dialogue avec la science et de se dire, pour le faire, on ne va pas le faire dans le vide, on va le faire en s'appuyant, en mettant des outils à leur disposition pour concrétiser ce dialogue-là, et pour ça, appuyer ce dialogue-là, pour le nourrir. Ça veut dire déjà que les thématiques, on ne peut pas les prédéfinir, c'est-à-dire qu'elles émergeront, en fait, on va considérer qu'elles vont émerger, du think tank. Alors, par contre, ce qu'on peut envisager, c'est de suggérer ou d'accompagner l'animation de ce think tank autour de thèmes ou de choses comme ça, hein, ou avoir aussi en amont pour préparer ce travail-là des choses un peu d'animation de ce think tank, mais centrées autour de ça. Et puis derrière, la question, elle est effectivement, là on a eu une présentation d'un outil. Voilà, je réagissais sur cet outil de la DEPE, mais on peut imaginer qu'il en existe d'autres. Et que ce dialogue-là qu'on veut promouvoir avec le think tank et la communauté scientifique, il puisse s'appuyer sur beaucoup d'autres formes de production ou de travaux collectifs. Et c'est en cela qu'il va falloir explorer peut-être les possibles. Donc là, on a vu la DEPE, on avait beaucoup parlé du CESAB. Alors moi, je ne connais pas non plus, hein, donc peut-être qu'il faudrait aussi... pour alimenter la réflexion là, quelque chose de plus précis, comme on l'a eu sur la DEPE du CESAB. Je sais pas, je mentionne les choses qui me passent par la tête, mais on a vu cette réflexion sur la production de policy brief. Est-ce que ça peut être quelque chose aussi qui peut être promu? Voilà, je ne sais pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il est aussi important qu'on pense des outils qui mobilisent les connaissances scientifiques. Ça, c'est ce qu'on a vu typiquement avec la DEPE. Mais je pense qu'il serait bien aussi d'avoir des outils qui organisent la production d'attentes de la société. En d'autres termes, alors, un des produits, ça peut être de commanditer, d'avoir une question pour une expertise collective, mais ça peut être aussi plein de choses. C'est ce que disait Myriam tout à l'heure, qui formalise un petit peu ces interrogations des praticiens, des experts, des porteurs d'intérêt. Ça peut être aussi, moi, je trouve, quelque chose de très intéressant à organiser. Organiser la contribution de ces porteurs d'enjeux. Alors, je ne sais pas si ça existe, il y a des outils de prospective qui peuvent un peu faire ça dans une certaine mesure, mais je dirais qu'il y a des choses peut-être plus en amont même de travail de prospective qui pourraient être organisées pour animer, encore une fois, avec l'idée comment est-ce qu'on anime ce think tank
eh bien, ça peut être aussi sur des thèmes de dire aux porteurs d'enjeux, bah, vous, quelle est votre frustration, quelle est votre vision, en quoi elle est en décalage avec ce qui est produit par la science, enfin, c'est ce qu'exprimait tout à l'heure Myriam. Je pense que tout ça, il faut trouver des outils de la même manière, d'animation, de production de choses, et qu'on le formalise, quoi, et que ce soit, on ait un document qui dise, bah voilà, aussi la manière dont, sur tel thème, se pose un certain nombre de questions, s'interroge un certain nombre de choses. Ça, je pense qu'il faut penser un package d'outils. Ok. Alors, je ne sais pas qui avait levé la main en premier entre Myriam et Myriam. Non, j'ai déjà beaucoup parlé. Donnez. Alors Yvan. Oui, merci. Non, effectivement, moi, étant donné que la proposition a été évoquée, moi, je voulais prendre la parole un peu pour savoir ce que vous attendiez aussi pour prolonger ces réflexions-là. C'est vrai que, du coup, moi, je viens d'un champ qui est à l'aval par rapport à la question des écosystèmes forestiers et leur gestion. Mais la proposition que j'ai faite à la suite d'un programme de recherche qu'on a mené à l'Université Grenoble-Alpes et notamment à l'École d'architecture de Grenoble, c'était de dire que de connaître les usages aussi du bois dans la société permettait de favoriser entre guillemets, la bonne gestion forestière et la résilience des systèmes forestiers, en considérant que rapprocher les usages, notamment pour nous du bois de construction des ressources forestières, ou de considérer justement que depuis nos disciplines, il est nécessaire de penser une conception en fonction des ressources forestières et un potentiel. Et aujourd'hui, on conçoit et on construit avec très peu d'essence, mais en fait, historiquement, on a toujours construit et conçu avec une très grande diversité d'essences et de bois de différentes dimensions. Et en fait, il y a toute une littérature sur ces choses-là, mais qui est très peu scientifique, en fait, et une très grande littérature, que ce soit dans les domaines de l'architecture, de l'histoire, de l'archéologie, mais qui sont plutôt dans les services patrimoniaux, dans des revues historiques et locales, dans de la publication professionnelle en architecture et pas dans et souvent difficilement accessible et pas sous forme de synthèse scientifique, quoi. Donc voilà, la proposition me paraît en tant que contribuer à ce PC, plus particulièrement à ce volet analyse et synthèse. Voilà, ma question était un peu qu'est-ce que vous attendez pour prolonger ça, parce que bien entendu ce type de travail peut se faire aussi et devrait peut-être se faire suivant l'ampleur, en lien notamment avec aussi avec d'autres chercheurs, voire experts, notamment je pense au laboratoire de recherche des monuments historiques du ministère de la Culture, voire à d'autres équipes aussi d'archéologues, voire à d'autres équipes, notamment à Nancy, qui travaillent aussi sur la construction et l'architecture. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez aussi pour prolonger et pour développer ce type de propositions là dans les prochains mois. Mais peut-être dans un premier temps, puisque là finalement on est en train on se dit ce work package du hub va être plutôt orienté vers les outils, mais un de ces outils, ce sera bien un outil pour faire ce dialogue entre les porteurs d'enjeux et la science. Et c'est là peut-être que le rôle, ce qu'on attendrait de vous dans ce cas-là, ce serait de porter ces sujets-là qui sont importants dans ce dialogue-là. Et ça, alors, il faut aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le PEPR, il y a un challenge scientifique sur la bioéconomie qui n'est pas... Enfin, il n'y a pas en face un projet ciblé sur ce challenge scientifique, mais ces questions de l'utilisation du bois dans la construction, typiquement, elles sont, pour moi, elles se rattachent à ce challenge scientifique. Donc, elles sont
elles sont complètement dans le champ du PEPR. Et donc peut-être que en faisant remonter ces questions-là dans le dialogue partie prenante recherche, ce sera aussi une façon de faire remonter éventuellement même des sujets de recherche pour des appels à projets ouverts du PEPR. Enfin, là, peut-être que j'extrapole un petit peu, Arnaud, tu me diras, mais moi, je pense qu'on pourrait aussi faire des... Je pense que les discussions qu'il y aura également dans le think tank pourront aussi alimenter des sujets à faire remonter pour les appels à projets ouverts du PEPR. Bah oui, c'est l'idée, hein. De toute façon, on n'a pas 10 000 outils, hein. Donc oui, effectivement. Et on voit bien, bah, c'est l'exemple typique sur ce sujet-là, qu'on a identifié en amont comme un enjeu scientifique, sur lequel on n'a pas réussi à faire émerger ou à ce stade-là, pour le moment, à répondre en tous les cas à cet enjeu-là. Donc, c'est un champ qui est ouvert. Donc, comme tu dis, c'est dans le champ et on l'a défini dans le champ des enjeux scientifiques. Il n'est pas pour le moment traité à la hauteur de l'ambition de départ. Donc là, les moyens, ils doivent être effectivement remonter et les leviers là, et typiquement l'action dans ce hub doit être de mobiliser tous les leviers pour faire en sorte d'identifier les problèmes, de faire remonter les besoins, de mieux les préciser, et de mobiliser in fine la communauté scientifique dans la mesure du possible et dans la mesure où on pourra le faire. Donc oui, tout à fait. Myriam, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Oui, bon, je vais peut-être pas revenir à la charge, mais bon, ce que je voulais dire en substance, c'est que dans une communauté où on est habitué à dialoguer largement, hein, au sein du GPCOFOR notamment, il faut faire attention à ne pas, enfin, faut faire attention à la façon dont on positionne les choses, parce que ça pourrait, ce qui a été dit aujourd'hui, pour moi, pourrait ressembler à un recul sur l'association de l'ensemble des parties prenantes par rapport à nos pratiques habituelles. Mais bon, je ne vais pas réenfoncer le clou, je l'ai fait suffisamment. Je comprends pas pourquoi. Bah, on en rediscutera, Arnaud, on ne va pas mobiliser le temps de débat là, ce matin, mais on pourra en Non, mais reparler c'est de tous ça les deux. dont on parle. C'est le sujet de ce... Bah oui, mais juste... Oui, bah, un exemple extrêmement concret, l'expertise collective qui a été faite sur les coupes rases par le GPCOFOR a associé des experts qui n'ont certainement pas été sélectionnés sur leur production académique. Donc, si dans le PEPR, on décide, enfin, et encore une fois, mon point n'est absolument pas de discuter les méthodes qu'a présentées Catherine. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de Catherine, qui est l'exposé du fonctionnement de la DEPE. Ici, on discute du fonctionnement du PEPR. Et donc, s'appuyer sur un corpus et des compétences qui sont celles de la DEPE, ça me paraît excellent. Je ne connais pas celle du CESAB, mais j'imagine que ça peut il peut en être de même. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'on doit s'abriter derrière ces méthodes et les mettre en œuvre sans les revisiter dans le cadre du PEPR. Et donc, faire des expertises collectives qui n'associeraient les gens que sur la base de leur production académique, pour moi, dans le domaine forêt-bois, c'est un recul par rapport à nos pratiques habituelles, très concrètement. Bon, et après, ce que j'aurais voulu dire là en réaction à ce que disait Yvan, c'est que la question qu'il évoque me paraît dépasser, enfin, ne pas simplement concerner des questions de bioéconomie, hein. Ça me paraît intimement lié, par exemple, aussi au projet Focus sur le multirisque et sur la résilience par rapport aux crises, parce que le fait de pouvoir valoriser la diversité des bois, c'est un élément clé pour la résilience de notre domaine forêt-bois, y compris dans sa capacité à réaliser les bénéfices de la forêt, notamment en termes d'économie du carbone, puisqu'on risque d'avoir des flux de bois beaucoup plus variables et irréguliers du fait des crises. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ponts qui sont faisables avec des questions qui sont déjà inscrites dans les projets du PEPR, et pas simplement
renvoyer le sujet à des questions d'appel ouvert liées à la bioéconomie. C'est pas parce qu'il y a du bois que tout de suite il faut le renvoyer à des questions bioéconomiques. Hein. Je pense que ça dépasse aussi, ça pose des questions de résilience et de durabilité de notre usage de la ressource. Voilà. Donc c'était un peu 2 petits coups de gueule. Merci Myriam. Bon, après, je pense que enfin, sur l'ouverture du dialogue, finalement, c'est un peu ça la question. Je pense que le think tank en tant que tel peut aussi permettre ce dialogue-là. Hein. Donc, Oui, alors du coup, ma proposition, ce serait, enfin, ma question, ce serait est-ce qu'on ne peut pas le mettre en transversal du projet Focus et pas le positionner dans une tâche? oui, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. Ouais. Oui, parce que on aura besoin. D'ailleurs, enfin, je pense que c'est un peu les citations qu'on a depuis le début. Hein. On l'a mis dans le Living Lab, puis on l'a mis je ne sais pas où. Et finalement, on a peut-être ces hésitations-là parce que c'est quelque chose de transversal, effectivement. OK. Il est 11h. Je pense qu'on est tous submergés sous les demandes qui viennent de partout. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose d'en rester là. Et donc, le prochain webinaire, ce sera le 23 sur la prospective, donc un sujet qui est encore connecté au celui qu'on a traité aujourd'hui. Mais je vous remercie et donc à très bientôt pour Merci à tous. la suite de discussion. Au revoir. Merci. Merci à Merci de vous. m'avoir invité. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.